Thierry Breton. Est-ce que Vladimir Poutine veut vraiment la paix? C'est une question très importante et au fond, on voit qu'aujourd'hui, non seulement il tient son pouvoir dans la guerre, il tient son économie aussi dans la guerre, il tient ses alliances aussi, en particulier avec la Chine, mais aussi un nombre important d'autres pays, et en particulier les BRICS, dans la guerre. Donc cette question, il faut la poser. Parce que vous n'avez pas la réponse, visiblement. On aimerait vous répondre oui, évidemment. On aimerait vous répondre oui. Mais tout son comportement laisse à penser que cette situation, que c'est bien comme ça. Finalement, le satisfait davantage que tous les autres parties prenantes. Il y a l'Ukraine. Imaginons que demain vous êtes balte, vous êtes polonais. Vous avez l'impression que dans les 5 années à venir, les chars de l'armée russe peuvent rentrer chez vous? Vous savez, quand vous allez à Vilnius, quand vous allez à Riga, quand vous allez à Tallinn ou quand vous allez à Varsovie, bien sûr que tout ceci est présent, même à Budapest. Donc bien sûr que tout ceci est présent dans les mémoires. Évidemment, quand vous avez 600 km de frontières avec l'Estonie, quand vous avez 1340 km de frontières avec la Finlande, bien entendu, avec la Russie, bien entendu, j'entends, bien entendu que ceci est présent. Le pays qui est aujourd'hui le mieux préparé à la guerre, le mieux préparé, non, c'est la Finlande. Ah oui. La Finlande, qui a moins de 6 millions d'habitants, a une armée de 800 000, vous m'entendez bien, 800 000 hommes et femmes en armes, évidemment des réservistes. La Finlande, évidemment, c'est qui est son voisin. Donc la réponse à votre question, c'est évidemment qu'ils savent qu'aujourd'hui, comment fait Vladimir Poutine? Qu'est-ce qu'il a fait? On est instruit quand même de ce qui se passe depuis maintenant 2014. Il va commencer à déstabiliser les anciennes républiques soviétiques, du reste dont il dit que le fait qu'elles aient quitté l'Union soviétique était la plus grande tragédie qu'ait connue la Russie au XXe siècle. Il va s'attaquer donc aux frontières, il y a très souvent des populations russophones. Il va déstabiliser avec des moyens hybrides, en particulier des réseaux d'information, donc ces populations, créer des tensions, voire des soulèvements. Il l'a fait en Géorgie, il l'a fait en Moldavie, il l'a fait évidemment dans le Donbass en Ukraine. Il le fait, ne vous détrompez pas, également en Estonie et en Lituanie. Donc c'est comme ça qu'il procède. Et ensuite, il va grappiller, si je puis dire, les 20, les 30% de territoire. C'est ce qui s'est passé. On est instruit quand même de ce qui s'est passé. Donc oui, nous ne pouvons absolument pas rester ni naïfs, ni les bras ballants. Stéphane Dupont. Et le désengagement des États-Unis, dont on parlait, que Donald Trump, comme il n'y arrive pas, il veut tout laisser tomber, et il a coupé l'aide à l'Ukraine. Est-ce que ça ne rend pas la situation des pays dont vous venez de parler de plus en plus difficile? Mais c'est bien la raison pour laquelle, lorsque j'étais commissaire, je me suis battu en tant que responsable des industries de défense pour augmenter la capacité de défense, de production massivement. On sait tout faire en Europe en matière de défense. Il faut maintenant qu'on augmente. Et il y a un mot qui va devenir très important pour l'Europe, pour nous, pour le monde, c'est la disponibilité. Il faut que désormais, non seulement ce que nous fabriquons, il faut le faire vite, il faut qu'on soit disponible, le cas échéant. C'est la dissuasion dans laquelle on va rentrer. Évidemment, je mets la dissuasion nucléaire de côté, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Vous avez vu que du reste, le futur chancelier Friedrich Merz, allemand, a fait un appel du pied assez marqué et à la France et à la Grande-Bretagne pour désormais pouvoir discuter de la couverture de cette dissuasion aussi parce que l'américaine ne suffisait plus. Peuvent remplacer les États-Unis. Évidemment que c'est une question qui aujourd'hui, c'est difficile, c'est pas impossible, c'est difficile, je le dis clairement, mais c'est pas impossible. Oui. En tout cas pour nous. Il n'y a pas le choix, il faut accélérer. La route est longue. En tout cas, nous sommes avec Thierry Breton, toujours dans le grand rendez-vous. Cherche 40 milliards désespérément. C'est peut-être une petite annonce que pourrait poster Monsieur Lombard, Éric Lombard, le ministre de l'économie, dans les journaux. 40 milliards, ça semble peu, alors qu'on est déjà à 50 milliards d'intérêts de la dette de remboursement chaque année. Un sondage CSA pour le JDD, pour CNews et pour Europe 1 montre que 56% des Français sont pour la diminution des aides sociales pour lutter contre le déficit budgétaire en France. Est-ce que c'est une piste? C'est une question qui, hélas, devient pour nous, pour notre pays, un serpent de mer. Pas été le dernier à tirer la sonnette d'alarme sur les risques du surendettement de la France. François Bayrou le fait également. Du reste, on a commencé à le faire ensemble. C'était en 2007. Vous vous en souvenez sans doute. La France, aujourd'hui, est dans une situation qui est une situation intenable. Et ça traduit quoi? Ça traduit aujourd'hui un déséquilibre qui est un déséquilibre systémique
de la façon dont la France, finalement, fonctionne. Mais tout le monde tire la sonnette d'alarme. Oui, alors Depuis des années, tout le monde tire la sonnette d'alarme et la dette continue d'augmenter. où est-ce qu'on Sauf peut-être entre 2005, 2006, 2007. La tendance lourde. Si vous permettez. François Fillon disait je suis à la tête Quand de vous l'État. étiez ministre de l'économie. En tout cas, c'est une réalité, puisque c'était ma politique. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à l'époque? Parce que tout le monde y va de sa petite recette, on le voit sur les plateaux de télévision. Qu'est-ce que vous avez fait? D'abord, c'est plus la même époque, mais deux choses d'abord très importantes. De la pédagogie, et vous vous souvenez qu'on avait confié à Michel Pébro le soin, avec ce fameux rapport patron Pébro, de la BNP à l'époque. le fameux rapport Pébro, le soin d'expliquer aux Français pourquoi c'était et ce qu'on allait faire. Donc la pédagogie, c'est très important. Je vois du reste que le Premier ministre est en train de faire de la pédagogie, finalement, avec le conclave et avec ses réunions. Ah, vous avez vu ce qui reste du conclave. Oui, mais c'est très important. Mais est-ce que c'est pas le courage qui manque sur- Et puis deuxièmement, effectivement, s'attaquer aux 1000 sentiers, 1000 chantiers qui sont aujourd'hui devant nous. Par exemple, je voulais vous donner des exemples très concrets. On a voit du reste un nombre très important d'agences, certainement beaucoup trop du reste, qui s'estiment être de plus en plus indépendantes de l'État. Et donc finalement, elles ont leur budget. Elles demandent à l'État immédiatement d'avoir le fonds de roulement de fonctionnement en janvier pour pouvoir ensuite être libres de faire ce qu'elles veulent. Bien ça, vous voyez, moi j'avais dit, c'est fini ça. Donc toutes les agences de Il y a 20 l'État, ans. tous les ministères, Il y a 20 ans, vous aviez dit c'est ça. moi qui avais contrôlé, ça s'appelait le besoin en fonds de roulement, et on a réussi tout simplement en disant, mais maintenant, si vous avez besoin, et vous en avez besoin, vous allez me demander, et bien sûr vous avez le budget, mais c'est moi qui... Serre la vis. Non, qui dessert le robinet. Oui. Eh bien, on a réussi, comme ça, à baisser de dizaines de milliards d'euros la dette de la France. Je vous donne cet exemple. Eh bien, évidemment qu'il faut le refaire. Mais au-delà de ça, si vous le permettez, je voudrais peut-être 2 minutes. Oui. Parce que le problème est tellement important. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre système, pour nos téléspectateurs, la France, c'est en gros 1550, 1600 milliards de dépenses. Voilà, c'est la machine France, notre pays, ça fonctionne avec 1600 milliards de dépenses. Entre 1500 et 1600. Là-dessus, vous avez le très très gros, entre 900 et 1000 milliards, c'est les dépenses sociales et les dépenses de retraite. Oui, on va les voir affichés à l'écran pour les téléspectateurs de CNews. C'est l'IFRAP qui a dressé ce tableau. C'est extrêmement important, Oui. parce qu'évidemment, ensuite, le budget de l'État, ça n'est que 330 à 350 milliards. Le budget des collectivités locales, c'est 270 milliards. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Ça veut dire qu'évidemment, on parle de 40 milliards. 40 milliards sur 1600 milliards. Excusez-moi, mais c'est quand même pas une marche d'escalier gigantesquissime. Oui. On doit quand même pouvoir le faire. Évidemment, vous le disiez. Et pourtant, tous la jugent himalaïenne. Oui, mais attendez. Mais donc, ça veut donc dire il y a un sujet, sans doute, qu'il faut discuter maintenant. Je l'ai essayé de l'aborder à plusieurs reprises. Et la lecture de la dette est toujours quelque chose de très important. L'invention de la dette pour financer un modèle social insoutenable, finalement, parce que c'est bien de ça dont on parle, Pierre de Villeneuve. C'est depuis 81, quand François Mitterrand arrive au pouvoir, la dette de la France est de 20%. Quand il va quitter, 14 ans plus tard, le pouvoir, la dette de la France est d'à 53%. Il va inventer la dette pour pouvoir financer, vous savez, cette exception française, cette troisième voie, le fait qu'on avait trouvé une autre solution, travailler moins, gagner plus, les 35 heures, ramener la retraite de 65 à 60 ans. Les 35 heures, c'est après Mitterrand. Oui, non mais attendez, c'était déjà... C'était dans les tuyaux. Mais bien entendu, ramener la durée de travail... L'âge de départ à la retraite. Sur la vie professionnelle à 60 ans, c'était effectivement... C'est la réforme également des collectivités locales. Je voudrais juste vous dire que ça évidemment, on n'avait pas les moyens d'augmenter on n'avait pas les moyens de créer la compétitivité, la productivité pour financer ça. Donc on l'a financé par la dette. Et si on remonte un tout petit peu, parce qu'il faut se poser ces questions. Tout ceci... Thierry Breton, aujourd'hui, la principale dépense, c'est les retraites. Qu'est-ce qu'il faut faire sur les retraites? Les désindexer ou supprimer alors les retraites, et là c'est là où je voulais en venir, ça date évidemment, parce qu'il faut remonter à ça, il expliquait aux Français. Ça date du Conseil national de la résistance, donc président qui beaucoup plus que les autres pays européens. Ça a été la promesse de la France à ce moment, juste après la guerre, où on rentrait dans une période de très forte croissance, où la démographie était très dynamique, et ça a été de dire finalement aux Français, eh bien écoutez, pour la retraite, c'est l'État qui va s'en occuper, et c'est le fameux principe de retraite par répartition, et donc vous inquiétez pas, c'est l'État qui va tout faire. Ça marche tant qu'on a une croissance dynamique.
On était à l'époque entre 3, 4, 5%. Ça marche quand on a une démographie dynamique. Aujourd'hui, la croissance de la France, elle est atone. La démographie, hélas, est atone. Donc ce système-là, il faut en parler. Est-ce qu'il est encore adapté ? Est-ce qu'il faut le faire évoluer ? Est-ce qu'il faut en garder tout ou partie ? Il y a un point, et je voudrais vraiment revenir là-dessus. Il faut vraiment avoir en tête que pour les années qui viennent, la responsabilité des individus va devenir un élément absolument clé, y compris d'organiser sa retraite et ne plus dépendre uniquement de l'État. Il va falloir se poser cette question. La retraite par capitalisation. Bien entendu, et la disponibilité, c'est le deuxième mot. Il faut que l'État, son travail, vous savez, j'en ai vraiment assez, comme beaucoup, de dire il faut que les Français fassent des efforts. Oui. Non, c'est à l'État à faire des efforts. C'est à nous, collectivement, à faire l'effort de rediscuter notre modèle et ce qu'on fait de ces 1600 milliards.